On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous présente le candidat de l'équipe Alain Laplante dans Saint-Edmond-Saint-Lucien, M. Raymond Boucher. Mais d'abord, parlons de vaccination. Il y a quelques sites en Montérégie, notamment ici à Saint-Jean, au Bougainvilliers. Comment ça fonctionne? C'est tout un défi logistique. On en discute à l'instant avec la directrice de la vaccination. Campagne de vaccination contre la COVID un peu partout dans le monde, au Canada, aux États-Unis, au Québec et bien sûr ici même dans notre région en Montérégie, où il y a plusieurs sites d'ailleurs qui sont déjà en opération. Question d'avoir un peu un portrait de la situation, de ce que ça impose également côté logistique. Notre invitée, Mme Karine Sauvé, qui est directrice de la vaccination pour le CIS de la Montérégie-Centre. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Bon, expliquez-nous un peu comment ce mandat-là est tombé un peu dans votre cours. Est-ce qu'au départ, vous aviez déjà des aptitudes ou des connaissances, disons, en termes de vaccination? En fait, moi, j'ai commencé quand même récemment au CIS Montérégie-Centre. Je suis arrivée au mois de décembre et comme directrice de l'accès aux services médicaux de première ligne. Et non, je n'ai pas d'expérience comme au niveau de la vaccination. Par contre, comme gestionnaire, là, comme directrice, je suis quand même en mesure de pouvoir faire de la gestion. Puis j'ai géré des salles d'urgence aussi pendant 20 ans. Donc, j'ai quand même beaucoup de connaissances en gestion. Parce qu'en fait, c'est ça. On parle de vaccination, mais dans le fond, c'est un défi de gestion, c'est un défi de logistique, là, ultimement. Donc, à partir du moment où on vous confie ce mandat-là, puis évidemment, on suit l'actualité nationale, est-ce qu'on va avoir des vaccins, puis combien, puis à quel moment, puis lequel? Bon, on a tout vu ça, évidemment, s'installer. Mais à partir du moment où on dit, OK, là, maintenant, on peut commencer à vacciner, puis je sais, on le fait dans des CHSLD, on le fait dans des RPA, mais à partir du moment où on met sur pied des sites de vaccination grand public, comment on installe ça? Ce qui est le plus important, c'est d'être bien entouré par des experts. Je vous dirais qu'on m'a entouré d'une équipe qui est merveilleuse, qui a beaucoup d'expertise. J'ai des gens qui sont dans mon équipe là, qui ont de l'expérience en vaccination, là, qui ont toujours travaillé en vaccination. Le H1N1, ils l'ont connu. Ils connaissent la vaccination pour les enfants, pour les jeunes. Donc, je suis entourée d'une super bonne équipe d'experts, je vous dirais, pour m'aider justement à tous les aspects cliniques de la vaccination. Lorsqu'une personne prend son rendez-vous, et généralement les gens le font par Internet, comment l'information se rend à vous pour s'assurer que les rendez-vous sont aux bonnes heures, au bon endroit, que la séquence est respectée, que la personne a été bien identifiée? Bref, comment ça fonctionne? Au niveau des rendez-vous, c'est en fait notre équipe. On a accès au système Clic Santé, bien sûr, pour pouvoir ouvrir les plages de rendez-vous. On les ouvre en fonction des arrivages qu'on sait qu'on va recevoir. Donc, le ministère nous avise pour nous dire, telle semaine, vous allez recevoir du Pfizer, du Moderna, du AstraZeneca. Il nous dit combien on va recevoir de doses. Et à ce moment-là, on distribue les doses en fonction des sites qu'on a ouverts de vaccination. Donc, à ce moment-là, on ouvre les plages pour que les rendez-vous puissent se prendre. Les gens prennent les rendez-vous, puis on est prêt à pouvoir avoir les doses sur les sites. Bon, actuellement, sur le territoire du CIS de la Montérégie-Centre, quels sont les principaux sites? Bon, il y en a un à Saint-Jean, ici, au Bougainvilliers, sur la rue McDonald. Mais quels sont les autres sites de vaccination qui sont dans votre En fait, de notre côté, on a réfléchi à une stratégie, en fait, pour essayer d'atteindre le plus possible de personnes. On a 3 modèles de vaccination. En fait, c'est sûr qu'à la base, une vaccination se fait toujours de la même façon. On a toujours l'inscription, où est-ce qu'on valide la carte d'assurance maladie. On a l'évaluation, où est-ce qu'on va évaluer la personne au niveau de ses critères cliniques. Est-ce qu'elle consent aussi à la vaccination? Est-ce qu'elle a les aspects cliniques pour pouvoir se faire vacciner? Ensuite, l'injection et ensuite l'attente de 15 minutes qui doit être faite après une vaccination. Nos sites de vaccination, dans la stratégie, on a regardé avec la santé publique à analyser comment on peut rejoindre nos gens qui sont âgés, vulnérables, pour avoir des sites de proximité. Donc ça, c'est le premier modèle qu'on a. Donc on a 3 sites de proximité, un à Saint-Césaire, un à Lacolle et un à Chambly. C'est des plus petits sites, mais on est proche des gens. Donc, ça, c'est une de nos stratégies. L'autre stratégie, c'est les équipes mobiles. Les équipes mobiles, c'est une équipe qui se promène avec leurs valises et qui vont dans les RPA, les CHSLD, les gens qui ne peuvent pas se mobiliser pour aller dans les sites de masse. C'est sûr que le premier message qu'on dit, c'est toujours on incite les gens à se déplacer dans les sites de masse, mais il y a certaines personnes, selon leurs conditions, qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, on fait une analyse aussi de ces gens-là, puis on envoie des équipes se promener dans les sites
pour pouvoir vacciner dans les RPA, les CHSLD. Donc, les équipes mobiles sont toujours en action là, au moment où l'on se parle. Oui, oui, tout à fait. Mais en termes, est-ce que je me trompe en disant que ce qu'il y avait à être vacciné en CHSLD est pas mal fait? Oui. Ah, oui, RPA tout à fait. aussi? Oui, oui. On a vacciné les RPA, CHSLD. Puis là, il vous reste quoi, dans le fond, au niveau mobile à vacciner? Des cas très particuliers? C'est sûr qu'on y va toujours selon les priorités, les classes d'âge et tout ça, là, mais il nous reste des gens, par exemple, en santé mentale qui pourraient avoir des conditions qui se retrouvent dans un site de masse, ils pourraient pas bien se sentir, des choses comme ça. Donc, ça fait partie de la clientèle, les déficiences intellectuelles, troubles du spectre de l'autisme. On est en train de regarder selon les autorisations ministérielles aussi avec la santé publique. Donc, équipe mobile qui est toujours en fonction, même si les RPA puis les CHSLD sont pas mal faits maintenant. Oui. Des sites de plus petits comme la Colle Chambly ou Saint-Césaire, ou dans ce cas-ci, on parle de quoi en termes de capacité pour des sites comme la Colle, Saint-Césaire et Chambly? Actuellement, on a installé 5 chaises de vaccination. C'est le langage là, pour la vaccination. Puis, 5 chaises nous permet d'accueillir sur un quart de 7 heures 500 personnes pour les vacciner. Quand même. Oui, quand même. Ça, c'est pour Chambly, la Colle, Saint-Césaire. Oui, chacun des sites a 5 chaises chacun. Quand vous parlez de sites de masse, là, on parle de quoi? Bougainvilliers, Brossard, il y en a d'autres aussi? En fait, on en a installé 2 pour commencer, un à Saint-Jean, puis un à Brossard, au 10-30. C'était pour commencer. Puis là, on s'est rendu compte avec les arrivages qu'on prévoit recevoir au mois de juin, puis tout ça, bon, on voulait augmenter notre capacité pour la population. Donc, on a ouvert un 3e site qui, lui, est vraiment là, capacité maximum. Qui va être à quel endroit? Sur la rue Panama, à Brossard. OK. Puis là, c'est vraiment un très gros site. Là. On a 48 chaises. On ouvre pour le moment, là, on y va graduellement. Disons que si j'ouvrais pour 40 chaises sur un quart de 7 heures, je pourrais vacciner 4000 personnes par jour. Donc, c'est vraiment pour se créer de la capacité. Et actuellement, Bougainvilliers à Saint-Jean et le 10-30 à Brossard, ils ont combien de chaises chacun en ce moment? Saint-Jean a 10 chaises. Donc, ça nous donne une capacité là, d'environ 1000 vaccins par jour. C'est quand même bien. On est restreint par les salles aussi là, qu'on a d'accessibles. Puis, au 10-30, on a 17 chaises, ce qui nous donne une capacité là, de 1700 vaccins par jour, à peu près de 7 heures, parce qu'on pourrait augmenter à des quarts de 14 heures aussi, mais on est toujours tributaire du volume d'arrivage. Pour faire fonctionner un site de vaccination, évidemment, ça prend aussi 2 choses. Un, ça prend des vaccins. Oui. Je comprends donc qu'on vous alimente puis que là, vous fixez les rendez-vous en fonction des stocks que vous avez. Mais ça prend des ressources humaines aussi. Donc, comment avez-vous réussi à faire du recrutement interne ou externe? Bref, comment vous arrivez à avoir suffisamment de personnel pour donner ces doses-là? Je pense qu'on est chanceux au CIS Montérégie-Centre. On a beaucoup de gens qui s'inscrivent à Je contribue. Donc, on va chercher vraiment nos ressources humaines au niveau de Je contribue. Des retraités? Oui, ça peut être des infirmières retraitées, des dentistes, des physiothérapeutes. On a tous les types d'emplois là, qui sont dans le domaine de la santé qui viennent. On a eu des vétérinaires aussi qui viennent nous aider. Donc les gens s'inscrivent, ils vont donner quelques heures, puis... Oui. On leur fait des horaires aussi, selon leur disponibilité toujours. Là, les sites, ils sont ouverts 7 jours sur 7 ou selon les stocks que vous avez? Donc, il y a des journées, des fois, où c'est pas ouvert, ça se peut-tu? Oui, exactement. On essaie d'être ouvert le plus possible, mais en même temps, on est tributaire des doses qu'on reçoit. Donc, on ouvre en fonction des doses qu'on reçoit. Actuellement, selon les doses que vous recevez, évidemment, vous êtes capable de les administrer, mais de ce que je comprends, que vous avez une capacité probablement plus élevée que les doses dont vous disposez? Actuellement, oui, on serait capable d'en recevoir beaucoup plus. Oui, on attend les doses. Donc, en ce moment, là, vous auriez la capacité de vacciner combien de monde par jour dans le CIS Montérégie-Centre? Seigneur, c'est une bonne question. Quand on fait le calcul, parce que je vous écoute tantôt, vous dites, bon, OK, telle place, on a tant de chaises, ça fait tant de... Là, on calcule. Donc, on parle Puis là, si on ajoute en plus le gros centre que vous allez faire sur Panama, à Brossard, là, ça veut dire que vous allez avoir une capacité de vacciner, 7-8 000 personnes par jour, peut-être? Oui, parce que si je prends seulement, exclusivement le site de Panama, à 4 000 en 7 heures, je peux monter à 8 000 en 14 heures, donc je double. Oui, parce que là, vous êtes en 7 heures, mais si on met 14 heures par jour au lieu de 7... Oui. Je pourrais doubler tous les chiffres que je vous ai donnés. Je peux les doubler si je fais des chiffres de 14 heures. Bien sûr, il faut que j'aille les ressources humaines, mais on n'est pas inquiet actuellement au niveau des ressources humaines. Parce que ça m'a frappé. Le ministre Dubé a dit il y a peut-être 10-12 jours, puis on revient toujours à ça, il disait, si on a les doses,
Il dit, moi, ça ne me dérange pas d'ouvrir le soir, la nuit, la fin de semaine. Ouais. Autrement dit, puis personnellement, moi, je me mets dans la peau du citoyen. Si on me dit que mon rendez-vous est à 3h30 dans la nuit, je vais y aller. Là. Je vais me lever puis je vais y aller. On est un peu dans une course contre la montre aussi. Ouais. On voit avec les mesures sanitaires qui nous embêtent un peu tous. Là. Mais dans le fond, ce qu'on comprend, c'est que vous avez une bonne capacité. Ouais. Et donc, si la cadence des doses augmente, vous allez être capable de les absorber pour les Tout à fait, on est prêt. Au 6 montées-régissantes, on est prêt à pouvoir recevoir une augmentation de capacité de dose. Actuellement, en Montérégie, on est toujours dans du 65 ans et plus? Actuellement, oui. Mais le 60 ans s'en vient dans pas long. Oui, c'est ça. C'est une question de jour. Là. Il devrait y avoir une annonce éventuellement pour les 60 ans et plus. Oui. Bon. Une fois que... Bon, on comprend qu'actuellement, c'est 65 plus, bientôt 60 ans et plus. Oui. Après ça, qui va suivre? En fait, on parle des gens probablement maladies chroniques qui vont arriver. Ouais. Puis, éventuellement, il va probablement avoir... On va diminuer les âges, 55 ans, etc. Bien, ça, c'est une question que quelqu'un me l'a posée en fin de semaine. Est-ce qu'on va y aller, donc, 55 ans et plus, 50 ans et plus, 45 ans? Ou est-ce qu'à un certain moment, on va dire, là, c'est... On ouvre les valves, puis c'est toutes les personnes de 50 ans et moins? Je pense qu'il y a des analyses qui se font au niveau de la santé publique et du ministère, puis on suit les consignes selon eux. Pour actuellement, c'est dur de prévoir ça va être qui exactement, mais moi, je pense que oui, il va probablement avoir un moment où est-ce qu'on va ouvrir à la population en général. Là. Bon. Il y aura un moment aussi où on devra gérer la deuxième dose. Oui. Parce que ça aussi, ça fait partie de votre logistique. Là, c'est bien beau, on vaccine tout le monde le plus rapidement possible, mais là, il va falloir donner des deuxièmes doses. Donc là, donc c'est peut-être là que vos capacités vont être appelées à augmenter. C'est fort possible. Il faut savoir qu'actuellement, on donne déjà les rendez-vous pour la deuxième dose. Donc, on est capable de dire la personne qui a eu un rendez-vous au mois de février, 16 semaines après, son rendez-vous est déjà pris. Donc, on a une idée de qu'est-ce qu'on a besoin comme capacité actuellement pour redonner les deuxièmes doses. C'est pour ça qu'en ayant plus de capacité, on est capable de dire on est capable de recevoir des premières doses aussi à tel volume selon les deuxièmes rendez-vous qui ont été pris. Là, est-ce que la contrainte sur le AstraZeneca, sur les 55 ans et moins, nous prive quand même un peu ou nous ralentit un peu? Qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, je veux dire, si à partir du moment où on dit on ne peut plus vacciner les gens de 55 ans et moins avec l'AstraZeneca, est-ce que ça nous contraint un peu? Moi, je pense que les gens, il faut qu'ils aient le choix. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui a 50 ans, qui a 55 ans, puis qui veut avoir un vaccin, qui veut absolument avoir le Pfizer actuellement, bien, c'est pas ouvert pour lui dès que ça va être annoncé, l'ouverture là, pour AstraZeneca. Mais je pense qu'il y a assez d'autres vaccins aussi pour pouvoir offrir à la population un choix éclairé. Et on verra aussi ce que ça va donner dans l'avenir. Oui, c'est ça. Oui. Les choses changent vite. Hein, oui, les choses changent dernière vite. Question, quelqu'un qui se fait vacciner, entre le moment où il rentre et il sort, ça prend combien de temps? Bien, c'est une bonne question. On l'a calculé pour tous nos sites. Notre première journée qu'on a ouvert à Panama vendredi, pas qui vient de passer, l'autre d'avant, on a calculé 23 minutes entre le temps que la personne rentre à l'heure de son rendez-vous, elle fait le circuit et ça comprend le 15 minutes d'attente. Attends, en plus? Oui. C'est excellent. C'est excellent. Oui. Puis là, vous avez la contrainte de la distanciation aussi, qu'on n'avait peut-être pas dans H1N1. Donc là, c'est une autre affaire aussi où vous devez, évidemment, distancer les gens. Là. Absolument. On respecte ça à la lettre. Là. Puis je vous dirais, même les autres sites, ça tourne alentour de 30 minutes maximum. Là. Karine Sauvé, merci beaucoup. Bonne chance à vous. Ça fait plaisir. Bonne journée. Restez avec nous. Au retour, politique municipale. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Hey, tu chantais en don, mais c'est la fête à Céline aujourd'hui. Oui, ben on va fêter ça avec Sylvain Patry et Corinne Laframboise cette semaine. Comment tu disais ça? Je danse. Je danse dans ma tête. Manquez pas ça. Bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Sylvain.
Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. L'équipe Alain Laplante a complété la présentation de ses 12 candidats au poste de conseillers municipaux dans les différents districts électoraux de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. La dernière annonce concerne le district numéro 5, le quartier Saint-Edmond-Saint-Lucien, avec le candidat Raymond Boucher, qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, on vous sait impliqué depuis quelques années, entre autres avec le comité Vigilance Aéroport, dossier dont on parle, je dirais, non pas depuis quelques années, mais quelques décennies, finalement. Qu'est-ce qui vous invite et vous incite maintenant à faire le saut en politique municipale? Je pense que cette expérience-là des 5 dernières années m'a permis de voir comment c'est important aussi de coaliser, de faire en sorte que, même s'il y a des objectifs différents, des appréciations différentes, comme par exemple dans le dossier de vigilance, il y a des pros à l'aéroport, il y a des gens qui sont contre. Bien, on a fait une démarche qui était structurée, de caractériser le bruit, etc., etc. Je pense que c'est d'être capable de trouver des compromis, d'être capable d'établir avoir des résultats qui sont intéressants pour plusieurs intérêts différents. Et pour vous, l'action politique est comme une suite logique à tout ça, ou est-ce que vous pensez même que l'action politique peut vous permettre de jouer d'une plus grande influence dans des décisions à venir? Bien, c'est sûr que je pense que le principe, c'est de dire si j'aime autant être à la table qu'être à côté, assumer les responsabilités qui viennent aussi. Donc, moi, je pense que lorsqu'on représente un district, on représente tous les citoyens du district avec toutes les tendances, et ça, je suis prêt, tout à fait prêt à le faire, mais je pense qu'il vaut mieux être à la table, et puis à ce moment-là, exercer son jugement et c'est la prise de décision nécessaire. Bon, de vous voir faire le saut en politique, je pense qu'il n'y a pas personne de très, très surpris, parce que vous êtes quelqu'un de très impliqué, entre autres, avec ce comité-là. Dans le milieu d'affaires, par contre, là où on était un peu plus surpris, c'est de vous voir avec l'équipe Alain Laplante. Expliquez-nous un peu pourquoi vous avez fait le choix de militer au sein de l'équipe du maire. Bien, écoutez, l'expérience que j'ai eue au comité de bruit avec M. Laplante a été quand même favorable. Je veux dire, il est arrivé dans ses dossiers prêts. C'est un gars qui travaille beaucoup. Je pense que c'est assez surprenant de voir qu'avec une grande multiplicité de dossiers comme celle-là, il était capable d'arriver avec des questions pertinentes, des observations pertinentes. Donc, moi, je pense que ça vient équilibrer peut-être un petit peu l'équipe. Moi, c'est sûr que je suis dans des positions plus modérées. Je pense qu'il y a un groupe qui est aussi identifié aux questions de l'environnement. Et je pense que d'amener quelqu'un qui a l'expérience financière, d'être capable d'évaluer comme il faut tout en progressant dans les dossiers en environnement, qu'on puisse avoir une structure financière, une santé financière pour la ville qui est intéressante. Moi, c'est sûr et certain aussi que je pense que, pour moi, il y a des dossiers de développement économique qui sont extrêmement importants. Vigilance, on avait travaillé sur les possibles, options qui pouvaient être mises en place pour développer les terrains de l'aéroport il y a déjà 5 ans. Et en fait, moi, je veux que ça avance, que ça bouge. Bon, parlant d'aéroport, quelle sera la vision de Raymond Boucher et de l'équipe Alain Laplante à l'égard de l'avenir de l'aéroport? Qu'est-ce qu'on fait avec cette infrastructure? Bien, écoutez, à ce moment-ci, il y a un plan triennal qui a été adopté de façon avec un consensus, avec l'Association des pilotes, avec la Ville, avec nous. Je pense qu'on va mettre en place ce plan triennal-là. Ce plan triennal-là, il prévoit quelques mesures de réduction au niveau des posés décollés, des manœuvres qui sont les plus, productrices de bruit, un certain encadrement au niveau de l'entente avec les cadets. Il y a une entente avec les cadets qui a été convenue. Donc, je pense qu'on va appliquer le plan triennal. On va le surveiller pour que ça soit bien implanté. Est-ce qu'on est encore dans une dynamique de se questionner sur la fermeture ou non de une ou deux pistes et d'en garder qu'une seule? Est-ce qu'on est encore dans le questionnement de dire, si on garde une seule piste, est-ce qu'on ne pourra pas peut-être la prolonger, mais fermer les deux autres? Est-ce qu'on est encore dans ce questionnement-là? Écoutez, moi, c'est des scénarios que j'ai déjà proposés. On est mieux d'en avoir peut-être une mieux équipée, plus moderne, avec des systèmes d'atterrissage par guidage, ce qui n'est pas le cas présentement. Il faut toujours voir ça en fonction
de l'encadrement du bruit. Le bruit, on a vraiment été capable de le mesurer de façon correcte, professionnelle. Je pense qu'on a les paramètres qu'il faut. Donc, il faut que les programmes de développement puissent respecter ça. À quel genre d'été vous vous attendez en termes de bruit? L'été 2021, là, il va ressembler à quoi par rapport à ce que vous avez vécu dans les dernières années? Bien, selon les informations que j'ai à ce moment-ci, c'est que les cadets auraient une activité réduite, notamment et surtout concentrée pour poursuivre la formation de leur instructeur pilote. Et ça, je pense que c'est bien. C'est ça qui est dans le cadre de l'entente qui a été signée avec les cadets. Donc, je pense que ça va être une entente. On a vu l'année passée les activités. Quand les cadets n'étaient pas là, les posés décollés ont augmenté. Ce printemps, au moment où on se parle, en début avril, on voit qu'il y a quand même des posés décollés, notamment d'avions Piper qui sont quand même assez bruyants. Donc ça, c'est sûr qu'il faut garder ces prérogatives-là en surveillance. Et puis, je pense qu'on va être vigilant. Quels sont les autres enjeux dans Saint-Edmond-Saint-Lucien? Est-ce qu'on a encore des enjeux d'infrastructure, des enjeux de circulation avec le cégep? Pour vous, c'est quoi les autres enjeux? Bien, écoutez, c'est sûr et certain qu'il y a encore des rues où est-ce que l'égout pluvial, donc de la pluie, est avec les égouts, les eaux usées. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait que les stations de pompage sont en surcapacité. Ça donne ce que j'appelle les flush gates qu'on a eu à tous les ans. Et ça, écoutez, c'est quand même... On est en 2021, c'est pas acceptable. Moi, je viens du milieu agricole. On ne fait pas ça dans le milieu agricole. Donc, puis je trouve que il faut vraiment être capable de régler à la source ce genre de problème. Parlez-nous de vous un peu. Évidemment, on vous a connu ici sur le territoire, avant Vigilance Aéroport, entre autres comme étant le propriétaire de l'hôtel que vous avez vendu au groupe Satori, là, il y a quoi, 1 an et demi, 2 ans? Mai 2019. Mai 2019. Bon. Expliquez-nous un peu votre profil professionnel, mis à part, parce que vous étiez à l'hôtel pendant quoi? Ça a duré 15-20 ans? Écoutez, de 1996 pendant 23 ans. Parallèlement à ça, moi, j'ai la formation de comptable agréé. J'ai été au tableau de l'ordre pendant 25-28 ans. Et je suis un comptable qui a mal tourné. Je me suis en allé en entreprise. En entreprise parce que j'ai fait de la fiscalité de l'innovation. Donc, tous les programmes d'innovation de 1993 à 2005, j'ai été impliqué dans ces domaines-là pour une clientèle qui était ici au Québec, en Ontario, aux États-Unis. J'ai été impliqué dans différents lancements d'entrepreneurship technologique avec l'École polytechnique de Montréal, avec un dossier en microélectronique. J'ai fait du financement à Silicon Valley aux États-Unis avec... donc, c'est ce que je veux apporter, ces dimensions-là, parce que la dimension de développement économique, technologique est extrêmement importante. Comment vous vous êtes retrouvé propriétaire de l'hôtel? Ah bien, écoutez, c'était... là, c'est le cœur qui va vous parler. Lorsqu'on est dans le service professionnel, on vient à un moment donné dans son... j'avais 33 ans, 34, et à un moment donné, tu veux avoir une entreprise qui est tangible. Et quand j'ai acheté ça en 96, je me suis dit, bien, au moins tous les matins, je vais passer devant, et puis ça va me dire quelque chose. Et on sait que cette entreprise-là, à ce moment-là, était quand même pas une entreprise qui faisait tout juste ses frais et encore parfois un peu moins. Donc, on a vraiment travaillé avec les équipes. Et ça, c'est ma force, d'être capable de travailler avec les équipes, de motiver les gens. On trouve toujours le moyen de travailler fort, mais de s'amuser aussi avec le sourire, avec une énergie positive. Et là, vous êtes toujours propriétaire aussi d'une entreprise qui est basée à Sainte-Julie. Oui. Qu'est-ce que c'est? En fait, nous sommes le plus gros fabricant de fudge et de sucre à la crème en Amérique du Nord. C'est une entreprise manufacturière dans l'agroalimentaire. On fait des centaines de milliers de morceaux par semaine, presque par jour. Donc, ça a été de racheter une entreprise qui avait une usine technologique de premier niveau
mais les actionnaires précédents étaient pas capables de la faire marcher. Parce que c'est exigeant, c'est du détail, et cette expérience-là, je l'avais prise dans les fins des années 2000, fin des années de 2005 à 2011, avec une entreprise qui était impliquée comme VP Finance dans une entreprise de 200 employés qui avait une technologie propriétaire, puis qui était dans le domaine des pièces automobiles et de l'aviation. Donc, les certifications, tous ces éléments-là, modernes, c'est le défi. Et l'entreprise là-bas, on peut dire qu'on est une entreprise extrêmement productive, extrêmement performante, et on augmente à chaque année, par exemple, de 20 % de notre productivité. Donc, on produit à chaque année plus, mais avec le même personnel. C'est une partie du défi de la main-d'œuvre qui, à mon sens, est le meilleur chemin pour s'améliorer. On a parlé des enjeux de Saint-Edmond-Saint-Lucien, on a parlé de votre parcours professionnel. Vous avez fait allusion aussi beaucoup aux finances de la ville et à l'économie. Au niveau des enjeux grande ville, j'appelle ça les enjeux grande ville pour vous, qu'est-ce qui vous tient à cœur? Bien, écoutez, l'été passé, à la fin de juillet, lorsque dans le journal, je vous réponds, dans le journal de la presse, on a commencé à dire que la ville de Saint-Jean était au bord du gouffre, au pied du gouffre, si le parc industriel et le dézonage des terres agricoles ne se produisaient pas. J'ai été blessé. Je veux dire, on peut pas, c'est pas avisé de faire ce genre de déclaration, alors que à consulter les états financiers de la ville, je peux rassurer les citoyens, la ville de Saint-Jean est dans une situation financière correcte, acceptable. C'est sûr qu'il y a des défis de gestion, il y a des défis de gestion serrée. On a quand même des activités à bien encadrer. Je pense qu'il y a une bonne équipe en place. On va travailler avec. Raymond Boucher, merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne chance. Bonne journée. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Opération Grand Nettoyage du 16 au 21 avril. Avant ça, évidemment, avant la pandémie, on regroupait les gens un certain dimanche pour faire ça. Évidemment, on ne peut pas faire ça, des initiatives un peu plus personnelles ou familiales, mais vous êtes invités quand même à faire le ménage dans vos quartiers, ramasser les déchets, prendre ça en photo parce qu'il y a un concours puis il y a des prix. Vous avez toutes les informations à l'écran. À demain. Bye-bye.